Le Forum national pour la réconciliation, initialement prévu du 17 au 23 janvier prochain, se tiendra finalement en mars 2022. L'annonce du report a été faite ce vendredi par le ministre en charge de la réconciliation nationale. C'était à l'occasion de sa rencontre avec la communauté musulmane pour lui faire justement le point des préparatifs du dit forum. Tous les détails à suivre dans un court instant. Et puis, pari de la mobilisation réussie au Mali à l'appel des autorités de la transition. Des centaines de milliers de Maliens sont descendus dans les rues hier. Soutien indéfectible à la junte, dénonciation des sanctions qui leur ont été infligées. La junte au pouvoir qui a déjà son plan de riposte contre les sanctions en mai a fait aux yeux du monde une véritable démonstration de force. Images et réactions à suivre également dans cette édition. Et enfin, cette mobilisation malienne qui suscite déjà des projets de manifestation partout ailleurs dans la sous-région ouest africaine, le COCSC, le collectif des organisations de la société civile pour le Sahel, vent debout contre les sanctions infligées au Mali, qui appelle la CEDEAO à la levée immédiate et sans condition de ces sanctions, va bientôt descendre dans les rues en soutien au peuple frère du Mali. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous de l'information sur BF1. On le sait, depuis hier, le Forum national pour la réconciliation, initialement prévu pour se tenir du 17 au 23 janvier prochain, ne se tiendra pas à bonne date. Reporté pour mars 2022, l'information a été donnée par Zéphirin Diabré en marge de sa rencontre avec les leaders de la communauté musulmane. Le point du processus devant conduire à la tenue de cette rencontre était justement au menu des échanges. On en sait plus avec Abdul Karim Banda et Archimède Boy. Zéphirin Diabré, ministre en charge de la réconciliation nationale, rencontre les responsables de la communauté musulmane du Burkina Faso ce 14 janvier à la grande mosquée de Ouagadougou. Au menu des échanges, l'état d'avancement du processus devant conduire à la tenue du Forum national pour la réconciliation. J'ai expliqué la nature des différents besoins de réconciliation. J'ai expliqué la feuille de route que le président du Faso m'a confiée. J'ai dit qu'elle consistait en un certain nombre de rédactions de stratégies relatives à la réconciliation qui vont être soumises au Burkinabé à l'occasion du forum. J'ai parlé de la tenue prochaine du forum et j'ai indiqué que le Conseil national d'orientation et du suivi de la réconciliation, qui est un organe consultatif mis en place par le président du Faso et dont est membre justement certains représentants de la FAIB, dont de la communauté musulmane, sera installé le jeudi prochain dans le palais de Kossiam. Le Forum national pour la réconciliation, initialement prévu du 17 au 23 janvier 2022, a été reporté. Au thème de cette rencontre, Zéphirin Diabré a laissé entendre que ce forum pourrait se tenir au mois de mars prochain. Dans l'actualité de ce 15 janvier, il y a également cette sortie du gouvernement. Deux ministres face à la presse. Au cœur des échanges, la santé des Burkinabés. Le ministre de la Santé insiste sur la nécessité de se faire vacciner contre la Covid-19 au regard de l'évolution de la maladie. Attention, elle continue de tuer. 339 Burkinabés ont trouvé déjà la mort depuis le début de la pandémie. Outre la Covid-19, c'est la grippe aviaire qui fait réagir. Cette maladie infectieuse qui attaque la volaille domestique, les oiseaux sauvages et les personnes en contact étroit avec ces animaux atteints apparaît au Burkina Faso pour la troisième fois. Dans la foulée, on annonce un plan de riposte gouvernementale. C'est l'annonce faite par le ministre en charge des ressources animales. On fait le point de tout ceci avec Benjamin Kwame. Il y a des cas de grippe aviaire enregistrés au moins dans cette région au Burkina Faso. C'est au total 47 foyers qui ont été confirmés dans les cascades, le centre-ouest, le centre-sud, le nord ou le plateau central. La grippe aviaire, cette maladie qui affecte les volailles domestiques ou les oiseaux sauvages, a déjà décimé environ 500 000 volailles et occasionné la perte d'1 300 000 plaquettes d'œufs
de consommation. À ce jour, il n'y a pas de remède contre cette maladie qui réduit les pontes, trouble la respiration et peut causer la mort de 100% de l'effectif d'une volaille. Je confirme qu'il n'y a pas de médicaments pour traiter ce virus-là. C'est pourquoi il est important de beaucoup plus travailler sur la prévention, parce que dès qu'elle est là, la seule chose qui reste, c'est d'abattre. C'est d'abattre. Si l'animal est mort, il est fortement déconseillé pour l'homme de le manipuler sans mesure préventive, comme porter des gants ou un cache-nez, au risque de contracter ou inhaler des batteries qui vont ainsi créer des grippes ou des soucis respiratoires chez l'enfant. Dans tous les cas, il faut respecter les mesures préventives qui suivent. Déjà, si vous avez une bête qui est malade, ce n'est pas la peine déjà de penser que vous allez l'amener au marché, ce n'est pas la peine de penser que vous pouvez manger, il n'y a rien. C'est pourquoi d'ailleurs, même quand l'animal est sain, nous disons, avant de consommer, il faut vraiment très bien traiter l'animal. Il faut éviter de manipuler l'animal. Il faut bien cuire l'animal avant de la consommer. Le gouvernement, déployant ses bactéries de riposte, n'oublie pas la Covid-19 avec le variant Omicron qui continue d'affecter plusieurs personnes. À la date du 12 janvier, on enregistre 339 décès et 20 047 cas confirmés cumulés de Covid-19 et 18 355 personnes guéries au cours de la même période. La campagne de vaccination se poursuit pour atteindre les 70% de vaccinés d'ici décembre 2022. C'est une question multisectorielle, multidisciplinaire. Et pour réussir ce combat, nous devons avoir une approche holistique et une collaboration intersectorielle afin que chacun, en ce qui le concerne, puisse s'impliquer pour que nous puissions atteindre cette cible-là. En ce qui concerne la quantité de vaccins, nous en avons suffisamment pour atteindre cette couverture et les ressources ont également été mobilisées. Pour l'heure, la vaccination n'est pas obligée, même si la législation le permet, précise le ministre de la Santé, et la résurgence de la maladie peut s'expliquer à divers niveaux. La raison est multifactorielle, climatique, géographique, etc. Et donc, une seule raison ne peut pas justifier la recrudescence de la maladie. Retenez que ce n'est pas spécifique au Burkina, c'est une recrudescence mondiale. Pour la prise en charge des cas graves liés à la Covid-19, le ministre de la Santé rassure que les hôpitaux publics disposent de plateaux techniques adéquats, des respirateurs et oxygène à Dori, à Fada, à Bobo-Dioulasso, à Yalgado, à Bogodogo, à Banfora, à Koudougou, à Tenkodogo et dans bien d'autres villes du pays. Hors de nos frontières, soutien indéfectible du peuple malien à la junte militaire, véritable démonstration de force du président Goïta et ses camarades au pouvoir. Hier vendredi, les Maliens ont répondu par centaines de milliers à l'appel à manifester contre les sanctions de la CEDEAO. À Bamako, comme un peu partout à l'intérieur du pays, les rues étaient bondées de monde, sortis pour dire non aux sanctions et vive la junte militaire. Le récit de Roméo Keïta. À l'appel des autorités de la transition, des milliers de Maliens parés aux couleurs nationales se sont massivement mobilisés à Bamako pour exprimer leur mécontentement contre les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Face aux manifestants, le Premier ministre Choguel Maïga et son ministre de l'Intérieur tiennent des discours guerriers. Et Dieu et le peuple, Dieu et le peuple, sans avec le gouvernement de transition, sans avec les autorités. Et c'est pourquoi tous ceux qui vont se mettre contre cette transition, Dieu ne les aidera pas, Dieu va leur barrer la route. Certains partenaires ont faussement interprété l'humilité et le sens du dialogue du peuple malien comme étant de la faiblesse. Tout en ignorant l'une des trames importantes de l'histoire du Mali, à savoir la capacité d'affronter la pression lorsqu'on est poussé dans notre dernier retranchement.
Les autorités de la transition malienne estiment ne pas vouloir engager un bras de fer avec les institutions sous-régionales et leurs partenaires internationaux, mais elles se disent intransigeantes dans la défense des intérêts du peuple malien. Dans ce sens, Assimi Goïta vient de valider un plan de riposte gouvernemental aux sanctions ouest-africaines. Aujourd'hui même, le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, a validé un plan de riposte pour la sauvegarde de la souveraineté et la défense de l'intégrité du Mali. Grâce à ce plan, le gouvernement prend l'engagement d'approvisionner normalement les populations en produits de première nécessité et de sanctuariser notre territoire. Selon plusieurs sources, les manifestations de soutien aux autorités de la transition ont eu lieu dans plusieurs villes du pays comme Tombouctou, Kadjolo, une localité frontalière avec la Côte d'Ivoire, ou encore à Bougounil, dans le sud du pays. La junte appelle à l'union sacrée du peuple malien face à l'adversité et pour sauvegarder la souveraineté de l'État malien. En dépit de ces grandes divergences entre Bamako et les institutions sous-régionales, les autorités maliennes se disent tout de même ouvertes au dialogue. Les autorités au pouvoir déterminées à affirmer leur indépendance ont déjà élaboré, vous l'avez entendu, le plan de riposte assurant d'approvisionner toujours les Maliens en produits de première nécessité malgré les sanctions. Les Maliens peuvent être fiers de leurs autorités du moment. Ils le sont d'ailleurs, loin de supplier la CEDEAO à lever les sanctions. Ils s'assument. Vous le voyez bien sur les images, ils sont sortis massivement pour dénoncer ces sanctions. C'est le destin de toute l'Afrique qui se joue, pense la jeunesse malienne, qui appelle tout le reste de l'Afrique à l'union et à la solidarité avec le Mali. Je vous propose d'entendre un des manifestants maliens. On est là pour toute l'Afrique, pour toute la jeunesse africaine. L'ère de la révolution a sonné. On n'est pas là pour demander à ces dirigeants de les supplier pour soulever les sanctions. Non. La jeunesse africaine doit être unie. Ce sont les enfants de Sankara, de Modibo Keïta, de Kwame Nkrumah, de Ahmed Sékou Touré. C'est tous ces dirigeants-là, on parle au nom d'eux aujourd'hui. Parce qu'ils ont été tous là pour que l'Afrique puisse se développer. Mais les Occidentaux les ont tous assassinés un à un, devant nous, devant nos ancêtres. Ils n'ont pu rien faire. L'ère a sonné pour que la jeunesse africaine puisse se lever aujourd'hui. Parce qu'il est temps qu'on prenne notre responsabilité en main et qu'on agit ensemble. Tant qu'on ne va pas agir ensemble. Aujourd'hui, c'est le tour du Mali. Demain, ça sera le Burkina. Ou le Niger. Qui sait? Aujourd'hui, c'est le Mali. Donc, on doit être unis. Unis. Dans cette lutte pour sauvegarder sa souveraineté nationale, le Mali n'est pas seul. Les Nigériens présents sur son sol étaient des manifestants hier pour affirmer leur solidarité à un peuple frère. On écoute à présent un manifestant nigérien. Maintenant, on a eu un président qui dit qu'il va sauver le Mali et on a vu les preuves qu'il va sauver le Mali. Donc maintenant, on est venu pour le soutenir. Nous ne sommes pas d'accord avec le président de la CEDEAO. Les présidents de la CEDEAO, si on voit, ils sont là pour leurs propres intérêts, pas pour les peuples. On met une CEDEAO des peuples, pas une CEDEAO des présidents. Si on dit qu'on va aider quelqu'un, il faut aider quelqu'un s'il est tombé dans un problème. Mais si tu dis que c'est le moment des problèmes que tu vas montrer que tu n'aimes pas quelqu'un, donc ça c'est une honte pour nous, pour l'Afrique entière. La mobilisation enclenchée par le peuple malien qui semble contagieuse. Le collectif des organisations de la société civile pour le Sahel condamne ces sanctions qu'il considère comme un acte terroriste. Face à la presse ce matin, le COSC annonce des manifestations communes dans plusieurs localités de la sous-région pour, dit-il, soutenir le peuple malien à se défaire du joug colonial français. Par ailleurs, il appelle la CEDEAO à la levée immédiate et sans condition des sanctions qu'il qualifie d'illégales et d'ignominieuses.
On en sait plus avec Abdallah Ouedraogo, un membre du collectif que je vous propose d'entendre. La question de savoir si la légitimité et la légalité riment ensemble. Ici, nous allons le dire clairement. On ne peut pas dissocier les deux termes. Un président légitime est automatiquement un problème, un président légal. Parce que quoi? Vous savez, la démocratie, c'est le pouvoir exercé par les représentants du peuple au nom et pour le compte du peuple. Ici, il n'y a pas eu de mouvement de contestation contre le président Assimi Goïta pour avoir orchestré un coup. Il n'y en a pas eu. Au contraire, c'est le peuple du Mali qui s'est révolté contre les décisions internationales et singulièrement celles de la CEDEAO à l'endroit du peuple malien, contre le peuple malien. Et donc, c'est la manifestation de la volonté du peuple qui s'exprime. Dans la sous-région et dans le monde, nous n'avons pas encore vu un président qui est aussi adulé par son peuple, aussi aimé par son peuple. Pourquoi les chefs d'État partent au Ghana pour aller donner une opinion qui est contraire à celle du peuple malien et évidemment contre les autres peuples du Sahel? Pourquoi? Parce que ce que le président du Faso et ses collaborateurs sont allés déclarer au Ghana ne traduisent nullement pas la volonté des peuples du Burkina Faso, du Sénégal et des autres pays. Ce n'est pas vrai. Tous les peuples actuellement ont un regard positif sur l'orientation de la politique malienne. Et nous sommes à un tournant de l'histoire. Les peuples africains sont tellement éveillés plus que leurs représentants, leurs présidents, si bien qu'ils ont compris que c'est un deuxième tour de l'histoire qui se joue, exactement comme ce qui se passait à la Deuxième Guerre mondiale. La démocratie ici, c'est quoi pour les chefs d'État? Il suffit seulement qu'un président vienne au sommet de l'État via les élections. C'est-à-dire que ce soit des élections frauduleuses comme le cas du Niger, que ce soit un président qui arrive à tripatouiller la Constitution pour avoir un troisième mandat comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. Et donc, nous demandons à nos chefs d'État d'avoir des positions qui reflètent effectivement celles de leur peuple. C'est les chefs d'État qui sont contre cela. Alors, à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir, comme le disait Saint Augustin. On y reviendra plus en détail sur cette information dans nos prochaines sessions d'information. En attendant cela, pour être complet sur le sujet, sachez qu'après la démonstration de force hier vendredi, la junte militaire au Mali compte s'attaquer au terrain diplomatique. On apprend que les autorités de la transition malienne veulent se rendre, entre autres, en Mauritanie, dans le but de tisser les liens de coopération afin de préserver le peuple malien malgré l'embargo. Pendant ce temps, c'est l'Union européenne qui dit vouloir parler d'une voix plus ferme par rapport au Mali qui tient tête, entre autres, à la CEDEAO. Le groupe de slam burkinabé Afrikanda, lui, n'était pas de la manifestation au Mali, mais il lutte aussi pour l'éducation et l'éveil des consciences de la jeunesse africaine. Son arme, une compétition d'art oratoire qui a mis aux prises cette année à Bobo-Dioulasso plusieurs candidats venus des 4 coins du Burkina Faso. Augustin Sanduidi, le candidat de Ouagadougou, aura le mieux manié les mots. Vainqueur de ce concours, il remporte le premier prix sous le regard de Cheikh Rahim Paré et Majid Bakouan. Car les peuples de la terre ont tous été décimés, cuisinés, calcinés, assassinés. Séduisant à travers son style et ses mots, Augustin Sanduidi est le vainqueur de la 7e édition du Festival international d'éloquence Slam Éveil. C'est ce qu'une étoile m'a dit hier nuit alors que je me promenais dans le ciel. Elle m'a aussi dit qu'il n'y a que des individus qui peuplent la terre. Étudiant en 3e année de journalisme et communication, il a su convaincre le jury à travers son texte, son éloquence et sa maîtrise de la langue. Face à lui, 6 autres candidats venus de plusieurs villes du Burkina Faso.
Tous ont compétit autour du thème « Dispositif de répression des violences basées sur le genre » dans le contexte du radicalisme et d'extrémisme violent en milieu scolaire. Ils m'ont poussé à travailler, ils m'ont poussé à redoubler d'efforts. Parce qu'après le premier passage, quand chaque candidat est passé, chacun a donné sa température et j'ai vu que le niveau était très élevé. Il fallait que j'essaie à ma manière de travailler davantage, le stress est monté et je remercie beaucoup mes camarades parce qu'ils m'ont permis de donner le meilleur de moi-même. Et on s'est amusé sur scène, je pense que c'est ça l'essentiel, c'est ce que je retiens. Ce festival est l'initiative du groupe de slam burkinabé Afrikanda. L'objectif est de contribuer à l'éducation et à l'éveil de conscience de la jeunesse africaine à travers l'art oratoire. Un peu tôt dans ce mouvement slam, sans être accompagné. On le dit à chaque fois, nous sommes des autodidactes dans le slam. Mais par la suite, nous avons aussi décidé d'accompagner nos jeunes frères à travers notre modeste expérience et aussi leur donner plus d'opportunités que peut-être nous n'avons pas eu au départ. Panel sur le thème atelier et causerie débat sont entre autres les activités qui ont marqué les 4 jours de ce festival. Plusieurs pays de la sous-région ont pris part à cette 7e édition. Content compter des billets, tourner de contrée en contrée, rencontrer des gens contents, mais rencontrer sans la raconter. Je me suis contenté de contempler, content de constater, content de se rassembler dans ce monde complet avec le don complet. Des nouvelles de la 33e CAN à présent, les matchs comptants pour la 2e journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sachez qu'ils se sont joués hier à Yaoundé et à Bafoussam. Dans le choc ouest-africain, Sénégalais et Guinéens font match nul, 0 but partout. Les Flammes du Malawi, eux, s'imposent 2-1 devant les Warriors du Zimbabwe. Dans ce groupe, le Ghana, lui, devra encore attendre son dernier match de poule pour une victoire à cette compétition. Les Black Stars ont été contraints au nul, 1 but partout, par les Panthères du Gabon. Ce groupe C, dominé par le Maroc qui a signé sa 2e victoire, synonyme de qualification pour les 8e de finale devant les îles Comores, 2-0. Sport toujours avant de nous quitter, figure emblématique du football burkinabé, Mahamadou Kéré et Patrick Zoundi, deux anciens étalons disparus pratiquement des radars. Un soir de match de CAN opposant le Burkina Faso au Cap-Vert, une de nos équipes les a retrouvés à Liège en Belgique pour suivre le 2e match des étalons en leur compagnie. Occasion pour nous de recueillir leurs conseils pouvant améliorer la performance de leurs cadets. On les écoute. Je suis très fier même parce que la relève est rassurée. En les voyant jouer ici, je n'ai pas de mots à dire parce que quand je vois l'équipe, l'organisation, comment ils jouent, c'est très beau à voir jouer. Je pense que la relève, elle est là. Ils sont dans la bonne lancée parce que ils montent en puissance. Ils montent en puissance. Le premier match n'était pas du tout facile, surtout face aux pays organisateurs. Mais au 2e match, ils ont passé encore une autre étape. Ils ont maîtrisé, pour moi personnellement, je trouve qu'ils ont maîtrisé le match du début jusqu'à la fin. Donc ça veut dire qu'ils avaient le contrôle en fait de tout ce qui se passe. Voilà qui met fin aux actualités de la mi-journée sur BF1. Fin également d'une semaine de présentation pour moi. Merci d'avoir été des nôtres. Toute l'équipe technique et rédactionnelle se joint à moi pour vous souhaiter de passer un agréable week-end, bien sûr en compagnie des programmes de la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir.